Le mystère des animaux disparus. Notre héroïne du jour s'appelle Anna. Elle aime faire du cheval, grimper aux arbres et passer son temps à regarder des documentaires animaliers. Elle note chaque information apprise sur les animaux dans son carnet à spirale. Les noms latins d'espèces, leurs habitats, leur mode de vie, tout ce qui peut l'aider à se rapprocher de son rêve, devenir vétérinaire. Elle vit avec sa mère et son petit frère dans une petite maison à la limite des bois. Leur salon ressemble à une salle d'attente pour hérissons blessés et corneilles boiteuses. Anna adore ça. Elle a toujours grandi entourée d'animaux. Sa mère est elle aussi passionnée par le monde animal. Tout commença un mercredi, quand Anna rentra de l'école. Elle remarqua que Pompon, le chat errant du quartier qu'elle nourrissait chaque soir, n'était pas venu. Elle ne le vit pas jeudi non plus, ni le vendredi. Personne ne s'inquiétait bien sûr, c'est un chat, il vadrouille. Mais Anna savait, Pompon n'était pas du genre à rater un repas gratuit. Le samedi matin, alors qu'elle collait une affiche « Avez-vous vu ce chat ?» au supermarché, elle rencontra Louis, un garçon de sa classe, qui habitait un peu plus haut dans le quartier. En discutant, il lui confia « Mon cochon d'Inde aussi a disparu, en début de semaine. J'ai cru que c'était un renard, mais rien, pas de traces. » Anna haussa un sourcil. 2 animaux disparus, à quelques rues d'intervalle, en 3 jours. Elle sortit son carnet pour commencer à noter toute information concernant ces disparitions. Anna décida de mener l'enquête, comme les détectives dans les romans policiers que lisait sa mère. Elle fit une carte du quartier, nota les lieux de disparition et les dates. Elle se rendit compte, dans les jours qui suivirent, que ces 2 premières disparitions n'étaient que le début. Finalement, en quelques jours, 4 animaux avaient disparu. Le chat errant, le cochon d'Inde de Louis, une vieille tortue dans un jardin et même une poule chez une dame âgée. Pas de signe d'effraction, pas de plumes, aucun indice tangible, rien. Il y avait forcément au moins un point commun entre tous ces animaux disparus. L'espèce ? Non, il y avait de tout, rongeurs, volatiles ou autres mammifères. Leur propriétaire ? Non plus. Ils ne se connaissaient pas spécialement et avaient des âges très différents. Leur lieu de disparition ? Ah, une piste à vérifier. Anna regarda la carte du quartier avec tous les points représentant les lieux des disparitions. Elle prit un stylo rouge et relia les points entre eux dans un sens qui lui semblait cohérent. Et cela lui sauta aux yeux immédiatement. C'était évident. Tous les points formaient un cercle presque parfait. Un cercle qui indiquait quelque chose. Le point commun entre toutes ces disparitions était juste devant ses yeux. Tous les animaux venaient d'un périmètre autour de l'ancien bâtiment municipal désaffecté, qui avait autrefois servi de refuge animalier, fermé depuis 2 ans, faute de financement. Un bâtiment en ruine que tout le monde avait oublié, sauf Anna. Le lundi suivant, elle profita d'une opportunité pour faire un détour à vélo par l'ancien refuge. Le portail était cadenassé, mais le grillage sur le côté avait un trou, un passage évident pour un adulte mince ou une enfant motivée. À l'intérieur, le bâtiment sentait l'abandon. Poussière, crottes d'oiseaux, traces de pattes anciennes sur le sol, mais ce n'était pas complètement vide. Au fond d'une pièce, elle trouva une boîte de transport pour chat, récente, propre, trop propre, et à côté, une gamelle vide, un sachet de croquettes ouvert. Quelqu'un utilisait encore cet endroit, en cachette. Anna ne dit rien à sa mère. Elle retourna le lendemain avec des jumelles et s'installa dans un arbre, en face du refuge, après l'école. Elle attendit. Elle le sentait. Elle savait que quelque chose ou quelqu'un allait forcément venir ici. Et c'est ce qui arriva. À 18h30, une silhouette s'approcha du bâtiment. Une femme, la cinquantaine, veste kaki, cheveux attachés. Elle ouvrit le cadenas, entra rapidement. Anna nota l'heure. Le lendemain, même heure, même personne. La dame arrivait cette fois avec une caisse de transport, avec à l'intérieur un lapin marron. Petit, fatigué, il semblait mal en point. Tout ceci intriguait Anna. Elle ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais elle était sur le point de tout élucider.
2 jours plus tard, en sortant de l'école, elle croisa Julie, une élève qui marchait précipitamment pour rentrer chez elle. Anna remarqua qu'elle pleurait. Intriguée, elle se mit à courir pour la rattraper. « Hé Julie, salut, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider ?»« Oh salut, non c'est mon lapin, il a disparu. Mes parents m'ont dit qu'il s'était probablement enfui, mais pourtant sa cage était bien fermée, je ne comprends pas. » Étrange, se dit Anna. C'est simple, soit quelqu'un était entré chez elle pour voler son lapin, soit ses parents avaient menti. Une des 2 hypothèses lui paraissait la plus probable. Oui, parfois les parents mentent quand ils veulent éviter de s'expliquer ou quand ils veulent éviter un chagrin. Anna nota cette hypothèse dans son carnet. Et le soir même, elle retourna à l'ancien refuge. Il fallait qu'elle agisse. Toujours à la même heure, elle vit à nouveau la dame entrer dans le bâtiment. Elle décida de l'interpeller cette fois. « Madame, excusez-moi » La femme sursauta. « Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. »« Je cherche un chat disparu et un cochon d'Inde et une tortue et un lapin aussi. Je crois qu'ils sont ici, ou qu'ils y ont été. » La femme la regarda longuement, puis soupira. « Entre. Mais tu ne dis rien à personne. » La femme s'appelait Claire, ancienne soigneuse animalière. Elle avait été bénévole au refuge jusqu'à sa fermeture. Depuis, elle continuait en secret à s'occuper d'animaux abandonnés. Sans budget, sans autorisation, mais avec conviction. Elle n'avait volé aucun animal. C'était pire et plus triste. Des gens laissaient leurs animaux s'égarer, les abandonnaient en les déposant en douce près du vieux refuge ou prétextaient une fugue. Claire, elle, ramassait ce que les autres laissaient disparaître. Un chien vieilli qu'on ne voulait plus, une tortue oubliée après les vacances, un lapin délaissé quand l'enfant s'en lassait, ou trop malade pour que les parents puissent payer les soins. « Je ne les vole pas, » dit Claire. « Je les recueille et je les empêche de mourir tout seuls. Comment avez-vous eu le lapin marron, par exemple ? C'est une femme qui me l'a déposé. Il est malade et aucun vétérinaire de la région ne peut le soigner. Elle n'a pas l'argent pour permettre de lui apporter des soins dans une clinique beaucoup trop loin. » Anna sentit son cœur cogner. Elle comprenait et ressentait de la compassion pour ce que faisait Claire. Un autre sentiment lui vint également. Elle était surprise d'apprendre qu'autant de monde autour d'elle abandonnait leurs animaux, et comprit que parfois les adultes le faisaient sans informer les enfants qui aimaient pourtant leurs animaux. C'était triste et injuste. Elle demanda à Claire de recontacter la maman de Julie pour lui expliquer le chagrin que sa fille ressentait et pour lui demander de dire la vérité. Julie serait soulagée de savoir que quelqu'un s'occupe de son lapin malade. Pendant les semaines suivantes, Anna aida Claire discrètement. Elle transportait des sacs de croquettes à vélo, nettoyait les cages, dessinait des affiches pour l'adoption. Claire testait sa confiance. Anna apprenait 1000 choses. Mais un jour, un inspecteur municipal vint chez sa mère. On avait repéré une activité illégale dans l'ancien refuge. Des voisins s'étaient plaints. Claire risquait une amende, voire une interdiction d'avoir des animaux. Anna sentit que tout allait basculer. Alors, elle fit ce qu'aucun adulte n'avait fait. Elle parla. Pas pour dénoncer, mais pour défendre. Elle écrivit une lettre ouverte au maire, signée de sa main et de celle d'amis, de parents, d'anciens adoptants. Elle raconta l'histoire de Claire, pas comme une hors-la-loi, mais comme une femme qui avait pris le relais de l'indifférence. Elle envoya aussi des photos des animaux adoptés et des témoignages. Puis, elle attendit. 2 semaines plus tard, Claire fut convoquée à la mairie. Anna s'y rendit en cachette. Elle vit sa mère aussi. Le maire leur dit « Ce que vous avez fait est illégal, mais ce que vous avez permis est nécessaire. » On proposa à Claire un compromis. L'ancien refuge serait réhabilité, cette fois légalement, avec l'aide de la mairie et des bénévoles. Une association serait montée, et Anna y aurait sa place, officiellement. Claire éclata de rire. « Tu viens de créer un refuge, Anna, sans diplôme. » Quelques jours plus tard, en sortant de l'école, Julie la rejoint en courant. « Anna, je voulais te remercier. Ma mère m'a expliqué ce qu'ils ont fait de mon lapin, et elle s'en est voulue, elle et mon père, d'avoir caché la vérité. Grâce à toi, je suis soulagée. » Pompon dormait maintenant
au pied du lit de Zoé. Tous les mercredis après-midi, elle aidait au refuge. Elle avait vu des chiots maltraités reprendre confiance, des rats de laboratoire trouver un foyer, des humains tristes sourire à nouveau. Elle n'avait pas résolu un crime comme dans les livres de sa mère, elle avait démêlé une histoire vraie, une histoire de silence, de honte, mais surtout de courage. Et elle savait maintenant que son rêve n'était pas forcément de devenir vétérinaire. C'était de faire ce qu'elle faisait, aider et défendre les animaux vulnérables. Le mystère du casier numéro 12. Émile détestait courir dans les couloirs, mais ce matin-là, il était en retard pour aller en classe. Il zigzaguait entre les couloirs, le sac trop lourd pour ses épaules. En tournant au coin du couloir des casiers, il trébucha sur la chaussure défraîchie de Jonas, son meilleur ami. « Aïe, Émile, fais attention !» râla Jonas en se frottant la cheville. « Pardon !» répondit Émile tout rouge. Devant son casier, il se dépêchait de sortir ses livres pour commencer la journée. En prenant l'un d'eux, une feuille volante glissa et lui échappa. Comme par magie, elle fila tout droit vers le bas et disparut. Émile se figea. Jonas leva un sourcil. « Quoi ? J'ai fait tomber une feuille, mais elle n'est pas par terre. Elle est forcément par là, elle a dû glisser sur le sol. » Ils cherchèrent partout, sans rien trouver. Émile retourna regarder l'intérieur de son casier. Il remarqua alors une fente. Sous son casier, le casier du bas avait sa porte mal fermée, qui laissait entrebâiller un espace suffisant pour qu'une feuille tombe dedans. « Je crois qu'elle est tombée dans le casier du bas, le casier numéro 12, dit Émile. « Celui qui ferme pas bien ? Vas-y, ouvre-le, il n'est à personne. » Émile tira sur la poignée grinçante. La porte s'ouvrit, laissant voir l'intérieur poussiéreux. Et, à côté de sa feuille qu'il retrouva, un petit papier plié en deux. Il attrapa d'abord sa feuille, puis hésita. Sa curiosité gagna. Il tendit la main et prit le papier. Jonas se pencha par-dessus son épaule. « C'est quoi ça ? On dirait un mot. » Émile déplia soigneusement le papier. À l'intérieur, quelques mots écrits à l'encre bleue. « Je peux être vide, mais je contiens tout. Qui suis-je » Les deux garçons se regardèrent, les yeux ronds. « Une devinette » souffla Jonas. « Qui a mis ça là » demanda Émile. « Aucune idée. On en parle à Farah à la récré. Carrément. » Émile glissa le mot dans sa poche. Déjà, la cloche sonnait. Dans sa tête, 1000 questions se bousculaient. Qui avait caché ça ? Et surtout, pourquoi dans ce casier oublié de tous ? À la récré, Émile et Jonas retrouvèrent Farah, près du banc, sous le grand marronnier. Farah, c'était celle qui savait tout sur tout, surtout quand il s'agissait de mystères. « Salut les détectives !» fit-elle en voyant leur tête. « Qu'est-ce que vous mijotez ?»« Lis ça !» dit Émile en lui tendant la devinette. Farah lut à haute voix, fronça les sourcils puis leva les yeux vers eux. « Je peux être vide, mais je contiens tout. Facile, c'est l'imagination. Ou peut-être un rêve, non ? » « C'est pas ça le plus bizarre, dit Jonas. Le mot était planqué dans le casier numéro 12. Le vieux casier qui ferme mal ? Personne l'utilise normalement. Exactement, ajouta Émile. Ma feuille a glissé dedans par accident, et hop, on trouve ça. Farah croisa les bras, soudain très sérieuse. Ça sent le coup monter. Un piège ? Demanda Jonas, la voix tremblante. Farah leva les yeux au ciel. Mais non, un jeu, bande de peureux. Et je parie qu'il y aura une suite. Vous avez répondu ? Bah non, comment tu veux qu'on réponde ? Murmura Émile. Farah tapota le front d'Émile du doigt. On glisse la réponse dans le casier, espèce de génie. On écrit imagination sur un papier et on le laisse là. Si c'est un jeu, le cerveau derrière tout ça va laisser un nouveau message. Émile et Jonas échangèrent un regard excité. Ok, on le fait à la fin de la journée. Farah sourit, déjà conquise. Les gars, je sens qu'on vient de mettre les pieds dans une sacrée aventure. Après la classe,
Émile, Farah et Jonas se glissèrent discrètement dans le couloir désert. Émile avait écrit sur un petit papier « Notre réponse, : l'imagination ». Il glissa le mot dans le casier numéro 12 et referma doucement la porte mal ajustée. « On revient demain matin », murmura Farah. « Et si c'est une blague ?» demanda Jonas, soudain moins sûr de lui. « Tant mieux, au moins on rigole », dit Émile en haussant les épaules. Le lendemain, Émile arriva avant tout le monde. Ses deux amis, essoufflés, le rejoignirent devant le casier. Il ouvrit la porte. Le papier qu'ils avaient laissé avait disparu, remplacé par un nouveau mot. Émile lut à haute voix. « Bravo, explorateur. Premier pas réussi. Pour la suite, trouvez la clé cachée sous la 3e marche de l'escalier principal. » Farah se frotta les mains. « J'adore, on y va !» Ils filèrent vers l'escalier, jetant des regards autour d'eux pour éviter un surveillant. Sous la 3e marche, Farah passa sa main et en sortit une petite clé en métal, attachée à un ruban rouge. « Une clé !» chuchota Jonas. « Mais pour ouvrir quoi ?»« On verra bien. Rendez-vous demain au casier 12, » dit Farah d'un ton de chef. Ils posèrent la clé dans le casier 12 et repartirent. Émile sentait son cœur battre plus vite. Ça dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Le lendemain matin, ils découvrirent que la clé était toujours là, avec un nouveau mot. La clé ouvre le tiroir du bureau de la bibliothèque. Osez l'ouvrir avant la sonnerie. Jonas paniqua. Le bureau de Madame Chabrol, elle nous tue si elle nous attrape. Farah leva les yeux au ciel. Justement, faut pas se faire attraper. Profitant que la documentaliste rangeait des livres au fond des rayons, Émile se faufila derrière le bureau de la bibliothèque. Ses mains tremblaient quand il inséra la clé. Un clic, il ouvrit le tiroir. À l'intérieur, un dernier mot, plié soigneusement. Ils filèrent le lire à l'extérieur. « Bravo, aventurier. Rendez-vous à midi pile devant la porte de la salle des profs pour le grand final. »« La salle des profs ?» s'étrangla Jonas. « On n'a pas le droit. » Farah lui donna une petite tape amicale. « Tu veux abandonner maintenant ?» Jonas hésita, puis soupira. « Bon, ok, mais si on se fait punir, je dirais que c'était ton idée. » Émile sourit. Il ne restait plus qu'un mystère à résoudre. À midi pile, les 3 amis, le cœur battant, se postèrent devant la porte fermée de la salle des profs. Ils se regardèrent, hésitants. Émile leva la main et frappa doucement. La porte s'ouvrit lentement. Derrière se tenait Monsieur Marcelin, leur instituteur préféré, un grand sourire aux lèvres. « Ah ! Mes 3 détectives, entrez, entrez !» Ils échangèrent un regard ahuri et entrèrent, penauds mais excités. Monsieur Marcelin referma la porte et leur parla. « Vous voulez savoir qui a laissé tous ces messages ?» Farah croisa les bras, faussement vexé. « On se doute bien que c'est vous. » Monsieur Marcelin rit. « Exactement. Je voulais voir quels élèves oseraient aller jusqu'au bout. Il me fallait les meilleurs pour une mission spéciale. » « Une mission ?» demanda Émile, intrigué. « Organisez la grande chasse au trésor de la fête de l'école. C'est vous qui allez inventer les énigmes cette fois. Et, chut, personne ne doit savoir comment je vous ai choisi. » Les 3 amis se regardèrent bouche bée. Puis Farah lâcha un rire. « Génial, on va faire courir tout le monde. » Jonas souffla, soulagé. « Et on n'est pas puni ?» Monsieur Marcelin éclata de rire. « Bien au contraire, vous êtes promu maître du jeu. » À cet instant, Émile se dit qu'il n'oublierait jamais le casier numéro 12, un vieux casier rouillé qui avait changé leur vie en quelques jours. L'énigme des plantes fanées. C'était un samedi de printemps comme les autres. Le soleil perçait à travers les feuillages tendres du parc. Les familles profitaient du calme. Les rires des enfants résonnaient près de l'étang. On entendait les oiseaux chanter et le grincement doux des balançoires. Léna, Nico et Théo, inséparables depuis la maternelle, étaient venus avec leurs parents respectifs. Le parc, c'était leur rendez-vous hebdomadaire. Ils adoraient jouer ensemble jusqu'au soir. Tandis que les adultes discutaient au bord du sentier, les enfants faisaient la course dans les allées en terre battue, sautaient par-dessus des troncs tombés
et grimpaient sur les bancs comme des cabanes improvisées. C'est au moment du goûter, alors que tous étaient rassemblés près d'une aire ombragée, qu'une remarque apparemment banale lança toute l'histoire. « Tiens, c'est curieux, ces plantes sont toutes fanées ici », dit le papa de Théo en montrant un coin du parc le long d'un petit bâtiment en bois. « C'est vrai, répondit la maman de Léna. Elles sont toutes marron, flétries, comme brûlées. » Pourtant, il a beaucoup plu cette semaine, ajouta le père de Nico. Les adultes haussèrent les épaules. Un mauvais engrais, un insecte. Leur attention se détourna vite, mais pas celle des enfants. Léna s'approcha de la zone. Il y avait là une vingtaine de plantes le long du mur extérieur d'une vieille cabane de jardin. Le contraste était saisissant. À peine 2 mètres plus loin, les plantes étaient vertes et les autres coins du parc regorgeaient aussi de fleurs et d'herbes en pleine forme. Regardez, c'est pas une maladie. En tout cas, c'est clairement localisé. Théo s'agenouilla près des plantes. On dirait que la terre est plus sombre ici, grasse presque. Et puis, c'est peut-être un hasard, mais toutes les plantes fanées sont situées tout contre la paroi de cette cabane. Ils firent instinctivement tous ensemble le tour de la cabane. Une porte verrouillée, des volets clos. De l'autre côté du mur, rien à signaler. Vous croyez que c'est un vandale ? Ou alors, il s'est passé quelque chose, et peut-être qu'il y a des gens qui utilisent la cabane. Ils ne savaient pas encore à quel point ils étaient proches de la vérité. Le dimanche suivant, ils revinrent, cette fois sans les parents. Ils s'installèrent sur un banc en face de la cabane. Pas trop près. En apparence, ils jouaient aux cartes, mais en réalité, ils observaient. Ils notèrent plusieurs détails. La cabane était fermée par un cadenas moderne. Des traces récentes de pas dans la terre, malgré la pluie. Un léger bruit métallique par moments à l'intérieur, comme un robinet ou une machine. À la pause déjeuner, ils firent le tour une fois encore. C'est Théo qui vit quelque chose d'étrange en s'accroupissant. Là, sous le mur, regardez, c'est particulièrement mouillé, plus qu'ailleurs. En s'accroupissant encore plus, on pouvait deviner une substance jaune qui gouttait très lentement dessous les planches du mur de la cabane. Léna gratta la terre avec un bâton et cela fit apparaître un tuyau rouillé sous la cabane. Il sortait de sous le mur et s'enfonçait sous la terre. La substance jaune venait clairement de ce tuyau. Léna fronça les sourcils. Ce n'est pas de l'eau. Ils décidèrent de revenir le lendemain, avec un plan. Le lundi, après les cours, ils revinrent avec une bouteille vide pour récupérer un peu du liquide, une lampe torche pour regarder à travers les fentes de bois. Et surtout, une bonne excuse pour les parents. On révise ensemble pour le projet de nature. À travers les interstices, ils virent un intérieur encombré. Un petit évier, un plan de travail avec des chiffons sales, des bouteilles plastiques sans étiquette, des sacs de gants, des outils, mais rien de précis. Ils prirent une goutte du liquide dans leur flacon et la bouchèrent. « On montrera ça à mon oncle chimiste, » dit Théo. « Il pourra nous dire si c'est dangereux. » Mais ce soir-là, la révélation arriva plus tôt que prévu. Alors qu'ils étaient cachés à l'arrière de la cabane, un homme arriva. Il portait une casquette, un grand manteau et traînait un sac à roulettes. Il entra dans la cabane sans se soucier de rien. Quelques minutes plus tard, une voix surgit. Il avait mis son téléphone sur haut-parleur. « T'as eu les fûts ?» demanda une voix grave. « Ouais, y a encore de quoi faire, mais je peux pas les garder ici, c'est trop voyant. T'as qu'à refaire comme la dernière fois. Tu jettes le surplus derrière la grille, à l'endroit que tu connais. Personne ne s'y rend jamais. » De quel endroit parlaient ces deux hommes ? Nico remarqua un indice qui allait répondre à cette question. « Eh, vous entendez ? Au téléphone, le fond sonore, vous reconnaissez ce que c'est ?»
Les autres réfléchissaient en écoutant l'appel, mais Nico leur donna la réponse sans attendre. « C'est clairement un bruit de grosse chute d'eau, comme un barrage. » Léna rajouta. « Ah oui, le grondement sourd, rythmique, régulier, le bruit du barrage de la Frayère. » Ce n'était pas un bruit qu'on confond, ils le connaissaient tous. C'était ce bourdonnement d'eau et de turbines qui vibrait dans l'air quand on passait sur le pont. Léna fit un signe. Ils enregistraient avec le téléphone de Nico. Ils avaient maintenant 2 éléments. Le bruit du barrage, preuve sonore du lieu, l'aveu direct que des produits étaient jetés dans la nature. Le mercredi, ils pédalèrent jusqu'au barrage. La Frayère était un ancien site hydraulique, maintenant partiellement désaffecté. La plupart des gens n'y venaient plus. Ils fouillèrent les abords. Entre les arbres, au bord de l'eau, Léna trébucha sur quelque chose de dur. Sous un vieux filet plastique, ils trouvèrent 3 bidons blancs sans étiquette et une petite caisse métallique fermée par un cadenas cassé. À l'intérieur de la caisse, des gants usagés, des documents mouillés et une carte de visite partiellement lisible. On pouvait lire « G. Vernet, service de nettoyage express ». Ils prirent des photos. Il était temps d'alerter. Le jeudi, ils firent part de leur découverte à la mairie, avec l'aide de l'oncle chimiste de Théo qui confirma. « Le liquide que vous avez prélevé est un solvant toxique, interdit de rejet dans la nature. » L'affaire fut lancée, la police intervint. On découvrit que M. Georges Vernet, un entrepreneur de nettoyage industriel, utilisait illégalement la cabane du parc comme lieu de stockage et de préparation. Il travaillait avec des produits dégraissants puissants, normalement utilisés pour nettoyer des pièces mécaniques, des moteurs ou des sols d'usine. En réalité, son entreprise avait perdu ses contrats avec les zones industrielles locales, et pour réduire ses coûts, il avait commencé à fabriquer ses propres mélanges de solvants à base de produits interdits, bien moins chers, mais très dangereux. Plutôt que de payer des filières agréées pour évacuer les déchets chimiques, il les jetait dans l'évier et aux abords du barrage, pensant que personne ne remarquerait les dégâts. Mais les canalisations vétustes avaient laissé s'infiltrer le produit dans la terre, tuant les plantes, et le reste des déchets avait été caché près du barrage, loin des regards. Monsieur Vernet fut arrêté. La mairie lança un plan de dépollution et fit installer une caméra près des bâtiments abandonnés du parc. L'affaire Georges Vernet fit un petit bruit dans la presse locale. Le journal Le Courrier de la Vallée publia un article titré « 3 enfants aident à découvrir un dépôt illégal de produits toxiques dans le parc municipal ». Les autorités confirmèrent que M. Vernet agissait sans autorisation et qu'il avait déversé illégalement des solvants interdits dans les canalisations de la cabane et dans un terrain en friche près du barrage. Le parc fut temporairement fermé dans la zone touchée. Des techniciens vinrent assainir les sols et des barrières furent installées autour de la vieille cabane. La mairie annonça aussi qu'elle renforcerait la surveillance des bâtiments désaffectés. Léna, Théo et Nico furent invités par le maire qui les remercia et les félicita pour leur courage et leur persévérance. « Vous avez bien fait d'en parler à un adulte, c'est ce qui a permis d'intervenir à temps. » Il leur dit également que ce serait une chance pour la ville de les avoir dans le conseil municipal des enfants, au vu de leur discernement et de leur sens de l'observation. Quelques semaines plus tard, la cabane avait été entièrement vidée, nettoyée, repeinte et transformée en atelier pédagogique pour les enfants du quartier. À l'intérieur, des panneaux expliquaient le cycle de l'eau, les dangers des produits chimiques et l'importance de la biodiversité. Des outils de jardinage étaient mis à disposition et un petit potager avait été planté juste derrière. Un petit écriteau, discret, était accroché à l'entrée. Il faut savoir oser poser les bonnes questions. La curiosité est parfois une qualité. Le jour où les barrières furent levées autour de la cabane, les 3 amis revinrent. Théo dit « C'est quand même fou de penser qu'on a trouvé tout ça à partir d'une remarque sur des plantes fanées. »
Léna sourit. Nico haussa les épaules. Le monde te montre des choses, faut juste apprendre à les voir. Et ils repartirent, comme des enfants qui savent désormais qu'un simple détail peut ouvrir la porte d'un mystère.